Nous allons parler de l'affaire palestinienne. Après 2 ans de génocide, nous sommes face à une vague de reconnaissance internationale. Ces manifestations, ces boycotts, tous ces phénomènes jouent un très grand rôle dans le fait que le gouverneur se met dans une position où il est obligé de d'écouter son peuple. Le président colombien appelle à combattre les Israéliens et comment vous voyez, est-ce que cette proposition peut être bénéfique ou pas? Dénoncer indirectement, d'une façon très stratégique, l'hypocrisie du système international. C'est ce qui veut dire que lors des précédentes guerres en Afghanistan, en Irak, au Kosovo, on a déployé des armées. Et on avait beaucoup des armées. Mais pourquoi pas la Palestine? Rassemblant plus de 30 pays pour aller au secours, à la rescousse des habitants de Gaza qui souffrent d'un blocus terrible depuis plusieurs mois. C'est une très bonne initiative aussi concernant les eaux maritimes pour montrer à Israël qu'il ne possède pas tous les eaux maritimes, tous les détroits, que tout le monde peut s'allier contre elle d'un jour ou l'autre. Oh, mais vous ne pensez pas que ça serait mieux d'arrêter avec cette logique de veto? Mais on aura beaucoup plus de pays qui reconnaissent la Palestine qu'Israël si tout ça persiste. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Tilt en diffusion sur l'ODJ 24 et en rediffusion sur la R212, la radio des Marocains du monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui tient les Marocains à cœur. Nous allons parler de l'affaire palestinienne qui, depuis le 7 octobre 2023, a pris une tournure plus ou moins tragique suite à l'attaque du mouvement de résistance Hamas sur le territoire israélien. Nous sommes aujourd'hui, nous approchons de la 2e année de ce conflit qui clôturera sa 2e année dans quelques jours. Mais après 2 ans de génocide, nous sommes face à une vague de reconnaissance internationale de plusieurs pays occidentaux, dont nous citons les plus importants et les plus récents, dont la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Canada, l'Australie et bien d'autres. Pour décortiquer ce sujet, je reçois aujourd'hui le jeune Ziad Simou. Simou, merci d'avoir accepté de nous parler. Pour commencer, j'aimerais déjà prendre votre avis sur la raison de cette vague de reconnaissance qui intervient après 2 ans de conflit. Pourquoi maintenant? On peut considérer cette vague de reconnaissance qui est survenue le 21 septembre par de nombreux pays européens, notamment la France, le Royaume-Uni, l'Andorre ou Malte ou plusieurs autres pays européens, comme qualifié d'historique. C'est ce qu'a fait le secrétaire général Antonio Guterres, qui a classé cette reconnaissance. C'est la raison de cette reconnaissance selon plusieurs facteurs, notamment l'impunité, la frustration concernant l'impunité israélienne, les crimes de guerre commis par ce même pays et la nécessité de révoquer la solution à 2 États. Et du coup, c'est ce qui a permis à plusieurs pays, notamment la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, de reconnaître la Palestine pour à la fois satisfaire les mouvements ruraux, les mouvements protestants, les manifestations qu'a réalisé le peuple français ou espagnol ou plusieurs autres pays, pour à la fois avoir cette légitimité interne sur le peuple et aussi être d'une manière ou d'une autre, du bon côté de l'histoire, après que cette commission des Nations Unies a déclaré qu'Israël a commis un génocide sur la Palestine. Du coup, c'est un mélange entre légitimité interne et être du bon côté de l'histoire. Et c'est ce qu'on peut considérer comme raison de cette vague de reconnaissance qui est survenue dans l'instant et qui a été aussi cette initiative faite par la France, d'ailleurs, en juillet 2025. Alors, ne considérez-vous pas que les mouvements populaires qui ont animé plusieurs pays, que ce soit dans le monde arabe, en Europe, en Amérique, considérez-vous qu'ils ont joué un rôle dans cette vague de reconnaissance? Vous avez cité la légitimité face aux populations internes de ces pays. Est-ce que c'est un facteur décisif dans la prise de décision? Alors, il faut comprendre que quand on parle de ce conflit israélo-palestinien, on a tendance à plus penser et à plus parler des grandes puissances comme la France, les États-Unis ou le Royaume-Uni, et en même temps parler des gouverneurs. On n'a pas cette habitude de parler du peuple, de parler des mouvements ruraux, de parler de tout ça. Mais il faut comprendre que ces manifestations, ces boycotts, tous ces phénomènes jouent un très grand rôle dans le fait que le gouverneur se met dans une position où il est obligé d'écouter son peuple. On prend l'exemple par exemple de Macron. Macron au début qui était complètement aligné sur la situation israélienne, qui défendait même ce génocide israélien.
qui au fil du temps, au bout d'un moment, quand tu as 10 000 personnes qui sortent dehors, quand tu as des blocus nationaux partout dans toutes les universités, tu commences à réaliser que le peuple se met, au fil du temps, qui se met contre toi. Du coup, ça te pousse à changer ton discours au fil du temps. C'est ce qu'on a constaté. D'ailleurs, on a vu Macron au début qui s'alignait avec Israël. Ensuite, il a commencé à prôner le cessez-le-feu, prôner la solution à deux États et prôner cette reconnaissance de la Palestine qui a promis d'ailleurs plusieurs mois en juillet, ensuite en août, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à la fin en septembre. Du coup, ce mouvement rural, il force le gouverneur à se mettre du côté du peuple et il joue un très grand rôle d'ailleurs dans cette situation du coup. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est ce qui pousse les gens à parler, exprimer votre opinion, comme ça, si vous voulez un changement, vous en aurez. Comme vous le savez, malgré cette vague de reconnaissance, le veto américain sera toujours en place dans le Conseil de sécurité pour sauver Israël lorsque tout le monde est d'accord pour arrêter le génocide. Mais est-ce que vous pensez que toutes ces reconnaissances peuvent avoir un effet diplomatique ou encore juridique sur le fond de l'affaire ? Alors, les gens ont parfois tendance à sous-coter cette reconnaissance, cette vague de reconnaissance faite par plusieurs États, même s'ils n'ont pas le veto, même si ce sont des États membres, même s'ils ne font pas partie du Conseil de sécurité. Mais il faut comprendre que si c'est comme un effet de domino, et c'est ce qu'on a constaté en 1948, quand Israël a été créé. Plusieurs pays ont commencé à reconnaître Israël, un après l'autre, un après l'autre. C'est ce qui a fait que Israël possède cette légitimité juridique et aussi diplomatique. C'est ce qui peut arriver aujourd'hui avec la Palestine. Si plusieurs pays s'engagent à reconnaître la Palestine au fil du temps, cette légitimité que possède Israël peut se retourner contre elle, peut se rencontrer contre elle. Et par suite, juridiquement, la Palestine peut adhérer à des traités, peut saisir la Cour internationale de justice. La Cour pénale internationale, pour crimes de guerre et pour occupation légale. C'est ce qui la pousse automatiquement, avec cette vague de reconnaissance, plus tu es reconnu par les autres États membres, plus tu as cette légitimité juridique d'adhérer à des traités, de suggérer des sanctions, de saisir la Cour pénale internationale pour des sanctions. Et diplomatiquement aussi, ça te permet aussi de créer des ambassades, d'ouvrir des ambassades, d'échanger avec les pays qui te reconnaissent et aussi les forcer à ne pas reconnaître Israël. Et du coup, avoir cette légitimité, on peut aussi avoir l'effet contraire. Ce qui se passe avec Israël peut se passer avec la Palestine contre Israël. Et du coup, ne pas posséder cette légitimité sauf par les États-Unis. Du coup, ça peut créer un effet qui peut, on ne va pas abuser, mais créer un effet d'un monde multipolaire à la place des États-Unis qui gouvernent tout dans ce monde. Alors, en effet, vous parlez d'un monde multipolaire, ce qui est aujourd'hui un fait par la réalité des choses. Nous avons plusieurs centres de pouvoir dans le monde. On n'est plus dans l'après-guerre froide. Mais je voulais retourner à un point que vous avez également mentionné, qui est celui de la légitimité qu'a acquis Israël en 48. Mais j'aimerais juste mentionner qu'Israël a été créé par une résolution des Nations Unies. Pour moi, c'est le moyen le moins légitime de créer un État, mais qu'en sais-je. Je passe à la deuxième question. À la question suivante. Lors de la semaine de l'Assemblée générale à New York, le président colombien a appelé à la création d'une armée internationale pour la libération de la Palestine. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que le président colombien appelle à combattre les Israéliens et comment vous voyez, est-ce que cette proposition peut être bénéfique ou pas pour la résolution du conflit ? Alors réalistiquement, on sait tous que le président colombien ne veut pas dire qu'on va immédiatement créer une armée internationale, chose qui est impossible, mais c'est plutôt pour dénoncer indirectement, d'une façon très stratégique, l'hypocrisie du système international. C'est ce qui veut dire que lors des précédentes guerres en Afghanistan, en Irak, au Kosovo, on a déployé des armées. Il y en avait beaucoup des armées. Mais pourquoi pas la Palestine ? C'est ce qu'essaye le président colombien de dénoncer, cette sorte d'hypocrisie de pourquoi pour les États-Unis, pourquoi pas pour la Palestine, etc. Et du coup, c'est ce qui pose un dilemme. C'est soit le droit international est appliqué pour une partie, pour toutes les parties,
soit pour certaines parties. C'est le deux poids, deux mesures. C'est soit que pour les États-Unis et pas pour les pays du Sud global, soit pour tout le monde. C'est ce qu'essaie de dénoncer le président colombien, du coup, dans cette Assemblée générale. D'accord. Alors, suite à la continuité des atrocités commises par l'entité sioniste à Gaza, de nombreux activistes, des journalistes, des personnes de différentes professions ont décidé de se réunir dans une flotilla internationale qui a décidé de débarquer de l'Espagne, de la Tunisie, de la Grèce également, rassemblant plus de 30 pays pour aller au secours, à la rescousse des habitants de Gaza qui souffrent d'un blocus terrible depuis plusieurs années, pardon. Comment vous voyez déjà cette initiative? Alors, le blocus qui s'appelle Global Summit, si je ne me trompe pas, c'est une très bonne initiative qui vise à montrer à Israël que presque tout le monde commence à se retourner contre elle. C'est une très bonne initiative aussi concernant les eaux maritimes pour montrer à Israël qu'il ne possède pas tous les eaux maritimes, tous les détroits, que tout le monde peut s'allier contre elle d'un jour ou l'autre. Tout le monde est capable de faire quelque chose. On est tous capables d'agir. C'est une très bonne initiative. Peut-être qui ne va pas donner un résultat concret et qui va plus réveiller le monde, plus être un symbole pour le monde, représenter le monde. Et peut-être on aura quelque chose de positif d'ici quelques heures, puisqu'ils sont presque arrivés à Israël, si je ne me trompe pas. Oui, à l'heure où nous filmons la vidéo, nous sommes le 30 septembre et ils arrivent normalement aujourd'hui. Nous allons voir comment l'État israélien va se comporter avec ses bénévoles. Mais il y a quelques jours, la flottille a été attaquée par des drones israéliens sur plusieurs vaisseaux. Qu'est-ce que cette attaque veut dire? Est-ce qu'Israël est aussi désespéré que ça pour envoyer des drones sur des bénévoles civils non armés? Comment vous avez analysé cette action? Là, on peut comprendre deux choses dans cette situation. On peut aussi analyser le type d'armes que Israël a utilisé, parce qu'on sait que l'arsenal israélien est très puissant. Donc le fait d'utiliser des drones, c'est plus pour mettre un coup de pression, c'est plus pour assurer et plus pour montrer son autorité sur les eaux maritimes et pour montrer que Israël est capable de transgresser le droit international et ne pas y prêter attention et faire ce qu'ils veulent. Et ils ont aussi c'est une sorte de terreur politique, comme ce qui est arrivé en 2010 concernant la flottille de Mavi et Marmara, si je ne me trompe pas, c'est une flottille turque que Israël a pris en assaut et qui a fait plusieurs morts. Du coup, Israël essaye de mettre ce coup de pression pour faire retourner cette flottille, chose qui ne va pas arriver, sans faire des victimes, sans créer un chaos mondial, sans créer de protestations encore. C'est plus, ils prennent leur recul, mais en même temps mettre un coup de pression. C'est une technique très stratégique et c'est ce qu'on connaît d'Israël, quoi. Donc, selon vous, ils n'iront pas jusqu'à des attaques fatales sur les vaisseaux de la flottille? Est-ce qu'ils n'iront pas vers des attaques? Peut-être. Je ne pense pas que ça soit le cas. Si la flottille ne crée pas, s'il n'y a pas une action, s'il n'y a pas une attaque, si la flottille reste derrière, si elle n'attaque pas les bordures israéliens, je ne pense pas que quelque chose arrivera peut-être dans ces situations, sauf si d'autres pays interviennent pour escorter cette flottille. Et alors justement sur ce point, nous avons l'initiative espagnole et italienne qui ont envoyé des frégates militaires pour accompagner les vaisseaux de la flottille, afin de protéger leurs citoyens qui sont présents sur ces navires. Comment vous avez vu cette action? Est-ce que vous pensez que ces frégates pourront être amenées à défendre réellement la flottille? alors, si ce geste était fait par un pays du Sud global, j'aurais dit que ça serait pas très surprenant. Mais deux pays qui proviennent de l'Union européenne, membres du NATO également. Oui, membres du NATO. C'est assez surprenant, c'est un geste inédit, mais ça ne veut pas aussi dire que ça va être un geste offensif. C'est le président espagnol, et aussi Giorgia Meloni s'est aussi prononcé et a dit que c'était plus pour escorter cette flottille, notamment parce qu'elle contient des militants et contient des députés italiens. Du coup, c'est plus pour assurer
cette sécurité de ses membres, mais c'est aussi un geste très inédit, surtout par un membre européen qui, comment dire, qui un geste européen qui montre aux États-Unis clairement qu'on n'est pas vos suiveurs, qu'on peut aussi prendre nos décisions propres à nous, qu'on peut être contre vos politiques étrangères et qu'on peut assurer tout seul. Et c'est un message pour les autres pays européens aussi de se réveiller et faire comme eux du coup. Alors, comme vous l'avez mentionné, le Comité des Nations Unies a décidé en fait de l'existence d'un génocide sur le territoire gazaoui. Nous avons aussi l'action que le gouvernement de Sud-Afrique a décidé de poursuivre avec d'autres pays à la Cour internationale, la Cour pénale internationale, il me semble. Est-ce que vous pensez que ces actions peuvent aboutir et elles n'aboutissent pas jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi elles n'aboutissent pas et quels sont les blocages qui s'opposent à ces actions? Alors le plus grand blocage de ces situations, c'est clairement le veto américain, puisque chaque résolution, on a eu presque 4 ou 5 résolutions qui ont été réfutées par les Nations Unies, qui ont été refusées. Dans le cadre du Conseil de sécurité, mais je parle plus des instances internationales. Qui pourraient condamner ou non Israël à des crimes contre l'humanité. Bah, si je peux me permettre, on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui a lui-même créé le droit international. Quand tu as une superpuissance qui est au-dessus de toi, qui se permet de refuser chaque résolution, de refuser chaque sanction exprimée par la Cour pénale internationale, par n'importe quelle instance, Nous avons même eu des juges qui ont été sanctionnés par les États-Unis. Exactement. Israël voit ça ou utilise cet argument de antisémitisme, comme quoi chaque commission qui exprime une sanction, chaque instance qui exprime sa sanction contre Israël, elle est vue comme antisémite. Et si ce n'est pas le cas, on a aussi les États-Unis qui vont réfuter cette sanction pour diverses raisons, notamment celle-là que je viens de prononcer. Et du coup, les blocages concernant ces possibles sanctions, à part le veto, on peut parler des intérêts stratégiques de nombreux pays qui peuvent aussi ne pas faire passer ces résolutions, ne pas participer au vote. Les intérêts stratégiques ou militaires par plusieurs pays d'Europe, par plusieurs pays d'Afrique ou d'Asie, ce qui va, d'une manière ou d'une autre, donner cette légitimité encore à Israël et se permettre aussi de commettre n'importe quel crime de guerre encore. La posture internationale a quand même changé, personne ne peut le nier, sur le cours des 2 dernières années. On peut dire que l'avis majoritaire aujourd'hui baigne dans le sens des Palestiniens. Mais est-ce que vous pensez que ce changement de posture aura un impact réel sur la vie quotidienne des Gazaouis? Alors sur le court terme, bien sûr que cela ne va pas impacter du tout. S'il faut être honnête, sur le court terme, ça ne va pas créer un changement parce que les bombardements vont persister, la famine va persister, les aides humanitaires ne vont pas entrer dans le territoire gazaoui ou palestinien en général. Sur le moyen terme, peut-être qu'on aura encore de nombreuses reconnaissances de la part de plusieurs autres États souverains, ce qui va peut-être donner une sorte d'espoir au peuple palestinien du fait qu'ils ne sont pas seuls, qui commencent à être reconnus par le tiers-monde, par presque 70% de la population du monde. Sur le long terme, peut-être, comme j'ai précisé au début, l'effet domino, c'est-à-dire que la Palestine va regagner encore cette légitimité juridique, cette légitimité diplomatique qui va faire en sorte qu'elle peut adhérer à des traités, d'imposer des sanctions à Israël, d'ouvrir des ambassades. Et cette légitimité que va posséder la Palestine, elle peut en quelque sorte mettre fin à la guerre. Surtout si on a la création d'un monde multipolaire, on n'aura pas cette influence des États-Unis qui va imposer son veto et refuser des sanctions. Sur le long terme, je pense qu'il y aura un énorme changement dans le monde ou même dans la Palestine, mais sur le court terme, je ne pense pas qu'il y aura un changement. D'accord. Alors, nous avons assisté très récemment à la visite d'État de Netanyahou en Amérique. Il a présenté des excuses formelles au Qatar suite à l'attaque qui a ciblé les membres négociants du Hamas qui sont au Qatar. C'est l'une des très très rares fois où Netanyahou s'est officiellement excusé. Il y avait 3 instances, c'est la 3e. Ils ont également parlé d'un plan pour Gaza
Le plan de Trump, c'est un plan en 20 points. Les points majeurs sont l'arrêt des bombardements, l'arrêt des hostilités en général, le retour des soldats israéliens vers une ligne de démarcation. Mais ce qui est le plus choquant, également la libération de 250 détenus condamnés à mort palestiniens, ainsi que 1700 personnes qui ont été détenues après le 7 octobre. Mais le plus frappant est la démilitarisation de Gaza et le fait de demander à Hamas de rendre ses armes avant de pouvoir conclure n'importe quel accord. Nous connaissons la doctrine du Hamas, nous connaissons leur philosophie, leurs principes, et très franchement, c'est un mouvement de résistance qui a le droit de résister en droit international. Est-ce que vous pensez que le Hamas va rendre ses armes? Alors, ces plans qu'a proposé Trump, d'abord, si on les analyse d'une manière de position, on remarque plus que Trump fait en sorte qu'Israël soit la victime dans cette histoire et que le Hamas, c'est les méchants dans l'histoire qui doivent tout rendre et Israël n'est pas tenu d'exercer n'importe quel droit envers les Palestiniens. Justement, nous nous rappelons tous de la fameuse histoire des 40 bébés décapités dans des fours, des femmes violées, etc. C'est plus une propagande faite par les Israéliens pour se victimiser et montrer au monde que le Hamas, c'est des terroristes, c'est un groupe terroriste, etc. Du coup, cette démilitarisation que veut imposer Trump à Gaza, pourquoi pas, elle ne serait pas des deux côtés? Parce qu'on connaît que même le peuple israélien possède des armes, sort dehors avec des armes. Pourquoi pas les démilitariser aussi? Est-ce qu'il ne démontre pas une sorte de danger pour les Palestiniens? Qui ne te dit pas que d'un jour à l'autre, on n'aura pas une sorte de guerre entre les deux pays? Pourquoi pas une attaque du peuple palestinien du peuple israélien envers le peuple palestinien? C'est des attaques qui se passent tous les jours. Nous voyons, même en Cisjordanie, là où il n'y a pas de Hamas, nous voyons quotidiennement les attaques des colons sur les paysans palestiniens. Exactement, surtout que cette solution à deux États, après ce qui s'est passé, après les attentats survenus en Israël, après les bombardements survenus en Palestine, cette coexistence qui peut arriver entre les deux peuples sera assez dure, surtout quand tu as un peuple qui est militarisé et l'autre qui ne l'est pas. Du coup, on a une sorte de supériorité d'un peuple sur l'autre. Donc ce point, on ne peut pas parler que de ce point, on peut parler même des autres points qui sont clairement en faveur d'Israël. Du coup. Mais Israël a menacé de continuer ses hostilités en cas de refus du Hamas. Trump a également menacé de lâcher l'affaire, d'arrêter d'essayer. Donc vous ne pensez pas que Hamas est un peu dos au mur, qu'ils doivent au moins faker le retour des armes? Oui, bien sûr, il y a plusieurs solutions, notamment accepter cette démilitarisation de Gaza, mais ne pas accepter indirectement, c'est accepter de donner des armes mais garder quelques armes, au cas où. C'est ne pas prendre le risque de céder à ce plan, de céder à ces menaces, parce qu'après, ça reste que des menaces, et on connaît cette vague de reconnaissance qui peut complètement inverser la donne. Du coup, cet acte de refaire plus que ce qui est survenu sur la Palestine en cas de refus de ces plans, c'est soit ça passe, soit ça casse. Comme disent les jeunes palestiniennes, c'est la huzaynat rijal. Je ne vois vraiment pas les Palestiniens rendre leurs armes. Exactement. Alors, j'ai deux dernières questions pour vous. Nous avons parlé des implications sur le court terme par rapport à la vague de reconnaissance qu'on a mentionnée. J'aimerais maintenant avoir votre avis sur les implications à long terme de ce changement de posture internationale. Alors, à long terme, comme j'ai précisé précédemment, on va plus se rediriger vers une reconfiguration de la diplomatie mondiale. Comme j'ai cité tout à l'heure à propos d'un monde multipolaire, si la Palestine est de plus en plus reconnue, Israël va perdre cette légitimité juridique qu'elle possède, notamment quand n'importe quel pays va imposer une sanction contre Israël, elle peut se permettre de la refuser, d'accuser par biais d'antisémitisme, de refuser n'importe quelle résolution. Du coup, si on passe à un monde multipolaire, si on n'a plus cette influence américaine sur le monde, on peut éviter notamment ce veto, on peut éviter ce refus de sanctions, on peut même avoir des puissances mondiales qui imposent ces sanctions sur Israël, et du coup, on peut inverser tout le cours de l'histoire et plus maintenant voir Israël comme un pays un pays fantôme, si on peut appeler ça comme ça, comme le Caucase, comme n'importe quel autre pays, comme la Tchétchénie, etc. Du coup, sur le long terme, on aura plus d'effets que sur le court terme, bien sûr, mais ça sera plus
un effet juridique, un changement juridique, un changement diplomatique que sur le territoire lui-même. Parce que réalistiquement, on n'aura pas vraiment un changement puisque ce qui est fait est fait. Justement, sur ce point, vous ne pensez pas que le veto est un peu dépassé? Nous sommes à un stade où le veto cause plus de mal que de bien. Nous avons le cas historique des vétos américains pour Israël, le cas historique des vétos russes pour la Syrie, par exemple, pour le régime de la famille Assad. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps maintenant de passer à autre chose? Nous voyons des appels au sein de l'OTAN qui appellent à intégrer 7 membres permanents, 7 nouveaux membres permanents qui auront également le veto, mais vous ne pensez pas que ça serait mieux d'arrêter avec cette logique de veto et d'aller sur une logique de majorité? Ça serait plus carré. Pourquoi pas même faire une assemblée générale, procéder à un vote puisque il n'y a pas cette supériorité d'un État à l'autre. On sait que vous êtes une grande puissance, mais pourquoi pas faire une assemblée où tout le monde va voter pour le bien du monde, non pas pour ses intérêts, parce que là on parle plus de statocentrisme, plus que l'intérêt de l'État prime sur les autres États. Pourquoi pas proposer des votes, celui qui a la majorité, la résolution passe, la motion passe, et voilà, tout se passe bien. Mais est-ce que tu peux créer un changement? Est-ce que tu peux changer quelque chose que la superpuissance elle-même a créé? Parce qu'on sait que le droit international, les Nations Unies ont été créées par qui? Qui a créé les Nations Unies, qui a créé tout ça? C'est plus pour intérêt, c'est plus proposer un système qui satisfait mon intérêt et les autres pays qui se débrouillent. Moi, tant que je satisfais mes intérêts, tant que Israël est de mes côtés... Alors pour terminer cette discussion, j'ai une dernière question pour vous. Les pays qui soutiennent Israël sont de moins en moins nombreux. Est-ce que vous pensez que dans quelques mois ou quelques années, tout le monde votera Palestine, sauf deux, les États-Unis et Israël? C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est notre sujet depuis le début de ce podcast, si tu peux me permettre. On parle de mouvements ruraux qui sont très importants. Si ces mouvements ruraux se prononcent plus, s'ils apparaissent plus partout dans le monde, partout dans les pays, on peut avoir plus de pays qui reconnaissent la Palestine, puisque tout gouverneur doit satisfaire le bien de son peuple. Tout gouverneur doit se mettre son peuple dans sa poche, satisfaire son peuple, prendre des opinions qui satisfaisent son peuple, pour peut-être être élu encore dans les prochaines années, pour posséder aussi son pouvoir, pour être dans le pouvoir. C'est en même temps son intérêt et l'intérêt du peuple. Donc satisfaire les deux, peut-être on aura plus de reconnaissance de la part de ces pays. Peut-être on n'aura pas bien sûr deux pays qui vont reconnaître la Palestine, on aura beaucoup plus. C'est plus pour question d'intérêt. On a par exemple le Japon qui persiste toujours à reconnaître Israël et à donner des excuses concernant le génocide israélien, qui ne veut pas reconnaître la Palestine. On en a d'autres comme le Maroc qui possède des relations bilatérales avec les deux, qui prennent plus pour une solution à deux États, donc à la fin, ils reconnaissent toujours Israël. On a d'autres pays comme la Hongrie, la République de Tchèque, qui sont... En fait, c'est le truc, il faut comprendre que c'est pas par idéologie. Reconnaître l'Israël, c'est pas par idéologie, c'est plus par intérêt militaire, intérêt économique, service de renseignement. Du coup, est-ce qu'on va avoir deux pays qui vont reconnaître Israël? Un pays, qui est les États-Unis? Non, on en aura beaucoup d'autres, mais on aura beaucoup plus de pays qui reconnaissent la Palestine que Israël si tout ça persiste, si ces mouvements, ces manifestations persistent du coup. Monsieur Ziad Simoum, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui et d'avoir eu la générosité de nous expliquer un petit peu tous ces points que nous avons discutés aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à sa fin et restez branchés pour plus.